Donc, pour donner continuité à la séance, j'aimerais inviter le docteur Gorancourt pour parler du scanner post-mortem et une nouvelle application de cette technique. C'est quelque chose on commence à en faire de plus en plus, donc je pense que ça va être une présentation très intéressante. Excusez-moi, bonjour. Merci aux organisateurs pour cette invitation qui m'a beaucoup touché. Et puis qui me permet de revenir à Nancy, qui est une ville qui était chère à mon grand-père, donc je suis doublement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de vous convaincre qu'effectivement, on a des arguments en plus pour dire que la radiologie n'est pas morte, parce qu'en plus, on peut scanner les morts. Donc du coup, finalement, ça ouvre un recrutement perpétuel et infini. Donc les jeunes, soyez vraiment rassurés, et on n'a pas de risque là-dessus. Et donc je vais vous parler pour ça d'une spécialité un peu marseillaise. C'est pas le pastis, c'est la Kalachnikov, c'est une autre version. Donc pour parler de futur, on va parler un petit peu du passé, bien sûr. Il faut bien savoir que la première utilisation de la radiologie à visée médico-légale a été très très rapide après l'invention des rayons X par Röntgen. La technique a été appropriée, les légistes se la sont appropriés très rapidement. Et puis finalement, pour le scanner, ça a été beaucoup plus tardif. C'est un petit peu ça dont s'étaient émus les radiologues initialement. Et puis on a vu apparaître dans les années 2000 les premières publications à ce sujet avec le concept de virtopsie. Alors il plaît pas à tout le monde, voire il déplaît à beaucoup de monde. Moi je trouve qu'il fait bien son travail. Et finalement, il a beaucoup aidé à communiquer là-dessus. Alors, comme toutes les innovations un peu, comme on les appelle, disruptives, elle est passée par ces trois phases: absurde, dangereux, évident. On va un petit peu retracer ça rapidement. Et je fais souvent le parallèle avec Henry Ford, qui disait, si j'avais demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit qu'ils voulaient des chevaux plus rapides, pas qu'ils voulaient des voitures. Et effectivement, au départ, les voitures, on a trouvé ça absurde, dangereux. Bien sûr, on connaît la suite. Donc absurde et dangereux, c'est un petit peu aussi ce qu'on a dit à Michael Talley, qui a été vraiment le pionnier en Suisse de cette technique, quand il a commencé à dire qu'il voulait utiliser le scanner pour aider le médecin légiste à trouver les causes de la mort. Ça a été aussi un peu le cas avec Fabrice Dédouis en France, qui a été notre pionnier national dans cette technique-là. Il faut lui rendre un grand hommage. Et puis le présent, finalement, c'est que c'est devenu évident maintenant, pour beaucoup de centres et pour beaucoup d'équipes. On a repris avec Pierre la base de données des scanners post-mortem. On arrive à plus de 1000 depuis fin 2008, dont effectivement plus de 200 cas de balistique. Donc ça nous fait un recrutement un peu spécifique, mais qui ouvre aussi des pistes très intéressantes en termes de recherche. On va en parler. Chris O'Donnell, lui, en Australie, en est à plus de 5000 corps scannés, avec également des contraintes, on y reviendra, en termes de catastrophes de masse et d'identification, qui sont là aussi un des points aussi intéressants avec la virtopsie. Si bien que Chris accueille cette année en mai le congrès de la Société internationale d'imagerie médico-légale à Melbourne, où vous trouverez plein d'informations sur le site. Cette société est intéressante, elle a été créée en 2012 par Talley, et elle mélange vraiment vous voyez, moitié de radiologues et moitié de médecins légistes autour de ces techniques et de la façon dont l'imagerie a révolutionné la prise en charge de l'identification des causes de la mort. La répartition, vous voyez, elle est assez, je dirais, ubiquitaire dans le monde, avec un pôle européen très important, et notamment la Suisse, qui a été le noyau dur de cette histoire. Vous voyez également ici les publications sur le domaine, classées en fonction des pays d'origine. Là encore, la Suisse, vous voyez, est loin devant, puis l'Angleterre, les USA, l'Allemagne, le Japon, l'Australie, et puis la France, avec une bonne courbe de progression, notamment pour les équipes françaises sur ce domaine-là. Les sujets des publications scientifiques sur l'imagerie post-mortem, pour donner un petit peu une vue d'ensemble de ce qu'on fait aujourd'hui. Les traumatismes, bien sûr, les traumatismes, notamment les polytraumatisés, les décès par polytraumatisés, les lésions balistiques, les lésions, on va dire, mixtes, ça va aussi des chutes de grande hauteur, par exemple, les lésions, les traumatismes pénétrants, notamment les traumatismes par arme blanche, les noyades, les strangulations, les intoxications et ce qui s'appelle les problèmes thermiques, c'est-à-dire à la fois l'extrême chaleur et l'extrême froid,
puisqu'on peut faire des scanners et avoir des données intéressantes sur des corps parfois très dégradés, que ce soit par la décomposition ou par des lésions thermiques de haute température ou de très basse température. Oups là, je crains le pire, voilà, je craignais le pire. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Vous voyez ici également, et ça c'est intéressant, l'évolution de la vitesse des publications sur ce domaine comparée à l'évolution de la vitesse de publication dans les domaines généraux de la médecine. Donc effectivement, on sent qu'il y a un engouement très très important là-dessus. On est très content, ça nous permet d'attirer aussi beaucoup de jeunes radiologues. Dans ce domaine-là, on a beaucoup d'internes qui travaillent là-dessus, en master, en thèse. Et c'est vrai que ça avait ce côté un peu, le mot virtopsie nous a un peu été là-dessus, sur le côté les experts, vous voyez, ça a vraiment été un peu comme ça. Et c'est vrai que vous verrez, on travaille avec la police scientifique, par exemple, et c'est des collaborations qui sont originales pour un radiologue et passionnantes. Et il y a même une revue donc, maintenant spécialisée qui a été créée à la suite de la création de la société. Et puis au niveau français, à l'initiative de Fabrice et de moi-même, on a créé ce groupe de recherche en autopsie virtuelle et imagerie thanatologique, qui est maintenant un groupe de travail officiel de l'ASFR. Et j'en profite pour les remercier. Jean-Pierre a été, je pense, un des premiers à vraiment nous donner un soutien très important, et ça a été majeur pour nous. Si bien qu'aujourd'hui, finalement, il est un petit peu évident pour un légiste, de la même manière qu'un chirurgien aujourd'hui ne va pas se lancer dans une chirurgie complexe sans avoir préparé son opération par une imagerie précise, 3D parfois, et bien de la même manière, le médecin légiste, en particulier si l'autopsie est prévisible comme étant compliquée, va s'aider d'une imagerie pré-autopsique pour guider et faciliter son autopsie. Et effectivement, il y a des circonstances où l'autopsie, je dirais, est facile et classique, et puis il y a des circonstances par la dégradation du corps, par les lésions traumatiques, où l'autopsie peut être excessivement difficile. Et c'est vrai que, dans l'exemple que vous voyez à droite, le légiste est très content qu'on puisse lui faire une description complète de l'ensemble des fragments, lésions traumatiques, etc. Donc encore une fois, on n'est pas du tout dans une optique de remplacer l'autopsie, hein, c'est comme l'IA qui remplace le radiologue, c'est pareil, le radiologue ne veut pas remplacer le légiste, le radiologue se met au service du légiste pour l'aider à chercher les causes de la mort. Alors les organisations, on va en reparler, elles sont... j'ai peur. Si vous saviez. On va en reparler, elles sont différentes selon les pays. Les Suisses ont su structurer leurs instituts médico-légaux avec scanner et éventuellement IRM dédiés à la médecine légale dans l'institut médico-légal. On n'en est pas encore là en France, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est bientôt le cas, je crois à Paris. En tout cas, l'organisation, elle fait des progrès importants pour qu'on puisse avoir une plateforme de services autour de la médecine légale. On va y revenir. Donc les rôles actuels, vous voyez, bien sûr, ils sont différents. Ensuite, en Europe, selon les ressources, hein, encore une fois, est-ce qu'on a un scanner dédié? Selon les cultures, effectivement, notamment des cultures notamment religieuses différentes, où certaines religions vraiment ont je dirais, une sensibilité importante au fait de ne pas dégrader le corps après la mort. Bien sûr, selon les systèmes judiciaires également. Et on va travailler sur, par exemple, l'identification. On se rend compte que il y a des cas où on n'a pas de matériel ADN, il y a des cas où on n'a pas de matériel dentaire, eh bien, le scanner va pouvoir aider à identifier. Notamment, on s'est rendu compte que la conformation anatomique des sinus ethmoïdaux était unique pour chaque individu. Et si on dispose d'un scanner fait du vivant d'une personne et du scanner post-mortem, eh bien, on peut les reconnaître avec une efficacité très très proche de 100%. On fait du triage aussi, c'est important. L'équipe de Thalie, à l'époque travaillait à Berne, sont allés avec un scanner mobile sur la scène du tsunami et ont fait des scanners systématiques de tous les corps recueillis pour trier, stocker des images, participer à l'identification. C'est un élément qui est aussi important dans les catastrophes de masse, on y reviendra. Les causes de la mort et puis les modalités également de la mort. Alors, quel futur pour cette nouvelle spécialité? Chris O'Donnell, qui était au départ neuroradiologue, se dit maintenant nécroradiologue. Le mot n'est pas très sexy, mais effectivement, c'est en train de devenir une vraie spécialité. Alors, le futur, d'abord, il va épouser
un futur dont on a déjà parlé, qui est le futur global de l'imagerie. On en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, on va en parler encore. Donc effectivement, là aussi, on va céder de l'intelligence artificielle, des big data, du reporting structuré. On est en train d'essayer de travailler à une structuration du rapport. Et on peut imaginer, comme on a le T-RADS, etc., avoir un Forensic Imaging RADS qui va nous servir d'aide à l'interprétation de nos scanners. Bien sûr, le rôle du radiologue, là aussi, hein, il est dans ce débat-là. Moi, j'ai énormément apprécié le topo de M. Siegel là-dessus, et je partage son optimisme envers les jeunes pour dire encore raison de plus pour faire de la radiologie avec tout ce qui arrive derrière. Donc il faut qu'on suive, hein, il faut qu'on soit vraiment acteur de cette technologie-là, et il faut encore plus, je crois, développer nos compétences de communication, non pas avec les morts, bien sûr, parce que ça se limite assez rapidement, mais envers nos correspondants qui sont la justice. Et la justice aussi, c'est des mots particuliers, un vocabulaire particulier qu'il nous faut vraiment nous approprier. Ça, c'est un enjeu qui est très important, et le radiologue va être effectivement l'intégrateur des données cliniques, forensiques, radiologiques, et va conserver, je crois, vraiment un rôle majeur dans cette spécialité. Le futur de l'imagerie médico-légale, il est aussi en lien avec le futur de la médecine légale, qui est aussi en train de vivre une révolution importante en ce moment, qui est en train de redéfinir ses objectifs. Dans cette redéfinition, il y a effectivement la valeur attribuée à l'imagerie. L'immense majorité de la communauté des légistes a bien compris le rôle qu'on pouvait avoir là-dedans. Donc, qui fait l'imagerie, quand est-ce qu'on l'a fait, comment, pourquoi on l'a fait, on développe des indications. Un élément majeur, bien sûr, c'est le budget attribué à l'imagerie. Aujourd'hui, l'immense majorité des examens qu'on fait, ils sont sur des protocoles de recherche, mais il va falloir à un moment donné imaginer aussi un modèle financier qui permette de pérenniser cette activité-là. Et puis, on travaille avec eux sur la standardisation, et puis, bien sûr, on est dans une atmosphère, je dirais, juridique, donc on va avoir des contraintes en termes d'assurance qualité qui vont être très importantes. Il y a aussi, au niveau de la médecine légale, des considérations géopolitiques qui sont très importantes et que le radiologue, en tant que prestataire du médecin légiste, doit appréhender. Bien sûr, tout d'abord, c'est le terrorisme, comme un élément nouveau de notre société et de nos vies. On parle beaucoup de terrorisme dans l'identification des victimes, après les attentats, et bien sûr, le scanner peut avoir un rôle. On commence à parler aussi de l'imagerie dans l'identification des suspects et dans la constitution d'une base de données à l'échelle mondiale qui permettent d'améliorer de manière très sensible la reconnaissance faciale et potentiellement l'identification de suspects en train de préparer des attentats. Les désastres naturels également, c'est un enjeu majeur. Hein. Finalement, les radiologues, on ne va pas échapper non plus au réchauffement climatique. Et puis la distribution globale des richesses, avec notamment toutes les problématiques de migration. On va y revenir. On se retrouve aussi radiologue dans une situation parfois d'imagerie médico-légale du vivant, qui est aussi un élément qui est en train d'exploser, avec ne serait-ce que par exemple les contraintes d'estimation d'âge osseux. C'est vraiment aussi un enjeu majeur qu'on doit s'approprier. Il y a beaucoup de discussions, notamment éthiques, là-dessus sur ce sujet en ce moment. Alors le futur, donc, qui passe par cette intégration de toutes ces modalités. Vous avez ici des images que m'a gentiment prêté Michael Talley. Vous avez ici une image du Virtobot qui permet d'utiliser un scanner optique pour faire de la photogrammétrie et avoir une photographie avec une résolution de 300 microns du corps, mais également d'une scène de crime éventuellement. Il y en a une version portable qui peut permettre de scanner ici l'amphi avec 300 microns de résolution et ensuite de faire une reconstitution virtuelle de la scène de crime. Tout ça, c'est des choses qui sont en train de s'organiser. On se rend compte, par exemple, que le poumon, bien sûr, l'analyse est rendue très difficile par son collapsus post-mortem. Eh bien, ne tienne qu'à cela, on commence à faire du poumon post-mortem, du scanner pulmonaire, avec une reventilation pour remettre le poumon dans son état volumique avant le décès. Et bien sûr, ça nous aide beaucoup à identifier, par exemple, les trajets balistiques qui sont beaucoup plus identifiables et on peut mettre en évidence beaucoup plus facilement les lésions de la cage thoracique avec les lésions du parenchyme pulmonaire.
Et puis également un système d'autopsie mini-invasive guidée par l'imagerie. Et si on veut faire un prélèvement histologique d'une zone suspecte par l'imagerie, on va cliquer sur la coupe sur le scanner et le robot va aller automatiquement faire la carotte sur la lésion qu'on lui a ciblée. Alors ça, c'est nos spécificités marseillaises. On va pouvoir également essayer de faire de la reconstitution balistique pour aider nos médecins légistes à remettre éventuellement le corps dans la position de la scène de crime, leur identifier le trajet balistique comme vous voyez ici, et ça va aider, encore une fois, à la reconstitution de la scène de crime. L'idée, c'est d'amener des arguments pour prouver que le scénario, les faits, le récit de l'accusé, etc., sont plausibles, sont rendus plausibles par les données post-mortem, y compris les données d'imagerie. Le futur, il est très dépendant, je pense aussi, d'une technique qui est maintenant développée depuis 5-6 ans et qui va, je pense, complètement continuer à se répandre et à changer vraiment la chose. C'est l'angioscanner post-mortem. On peut réinjecter l'ensemble du système vasculaire d'un cadavre après le décès, même longtemps après le décès, même si le corps est abîmé. Et vous voyez ce type d'image qu'on obtient, c'est-à-dire un scanner avec une opacification vasculaire quasiment parfaite, sans artefact de mouvement, de respiration, de fréquence cardiaque. Et on va pouvoir identifier l'ensemble des lésions vasculaires, les fuites de produits de contraste. Et avec l'équipe de Thalie et l'équipe également de Lausanne, on a décrit toute la sémiologie post-mortem normale en angioscanner post-mortem, pour pouvoir maintenant identifier les lésions traumatiques potentielles qu'on va pouvoir découvrir sur, par exemple, des plaies balistiques. Et cet angioscanner post-mortem, on peut également le réaliser dans n'importe quel contexte, de taille et d'âge. Vous avez ici un scanner post-mortem réalisé sur un tout petit bébé, où on a effectivement réinjecté là aussi tout le système vasculaire. On va aller également aussi de plus en plus tôt, et puis avec des technologies aussi qui évoluent. Vous avez sur l'image de droite une image d'un micro-scanner d'un embryon de 12 semaines. On va pouvoir analyser les os et chercher éventuellement des signes de maladie osseuse beaucoup plus précocement que ce qu'on aurait pu imaginer le faire il y a des années. Et puis, ça c'est notre futur à nous, mais c'est leur présent à Zurich. Comme je vous le disais, c'est la reconstitution virtuelle des scènes de crime. Vous mettez votre casque et vous vous baladez dans la scène de crime où sont représentées les victimes dans la position décrite par les témoins, où sont représentés les trajets balistiques, et vous vous baladez là-dedans. Donc le procureur, les avocats de la défense, les témoins vont pouvoir reconstituer cette scène de crime-là. Moi, j'ai pu y assister là-bas et me balader dans une scène de crime. C'est vraiment tout à fait démonstratif. Encore une fois, la justice a besoin d'éléments de preuve et du caractère démonstratif des images. Ce qu'on leur apporte en imagerie, c'est des images qui ont un pouvoir de conviction absolument incroyable. Et donc finalement, l'imagerie dans l'arsenal de la séquence d'analyse des causes de la mort, depuis la levée de corps jusqu'à la Cour de justice, l'imagerie elle se positionne comme un des éléments de cette séquence-là. On commence à mieux comprendre à quel moment elle va s'y porter, à quel moment elle est vraiment opportune. Et tout ça, c'est vraiment du travail collaboratif avec toutes les équipes qui travaillent là-dessus. Le futur, c'est aussi la recherche. Je vous ai mis ici quelques-uns des partenariats qu'on a réussi à développer dans le cadre de la recherche sur l'imagerie post-mortem, que ce soit avec des industriels, la police scientifique. On a travaillé avec l'Université de Versailles, notamment Philippe Charlier, peut-être les plus jeunes le connaissent. Philippe, c'est le Bones français. Il travaille sur la reconstitution des visages à partir du scanner des restes trouvés. Donc ils ont fait travailler sur Henri IV, le roi, je ne sais plus quel roi anglais, etc. Et tout ça, ça participe encore une fois, c'est la même thématique qui va de l'anthropologie jusqu'aux médico-judiciaires. On a travaillé également à Marseille avec la COMEX sur les accidents de plongée qui sont malheureusement aussi un de nos centres d'intérêt. Encore une fois, il y a des questions qui restent ouvertes. Il faut définir ces standards, il faut définir des recommandations.
comment définir une éventuelle qualification dans ce domaine-là, et puis comment apporter une validité dans un tribunal de nos données. Mais je crois que le message important, c'est augmenter notre niveau de preuve, et on y travaille, avoir des effectifs importants avec des corrélations entre les données d'imagerie, les données d'autopsie. Aujourd'hui, on ne fait pas l'un sans l'autre parce qu'on pense, on est convaincu qu'on a encore besoin d'augmenter de manière importante le niveau de preuve des données scientifiques que l'on avance. Avec en plus deux logiques qui s'opposent, j'ai commencé à en parler. Bien sûr, de moins en moins d'argent pour l'étude des causes de la mort. Hein, ça, c'est une contrainte imposée par le contexte financier français, en particulier de la justice. Et puis, une évolution également du coût des techniques d'imagerie qui est importante, dans un monde qui est peut-être un petit peu plus complexe que ce qu'on voudrait nous le faire croire. Pour terminer, encore une fois, vous remercier et vous dire, si on parle de nouvelle ère, moi j'ai la conviction que dans quelques années, plus vite que ce qu'on pense, le scanner post-mortem sera une procédure de routine absolument complète et que tout corps après le décès sera scanné et qu'il y aura grâce à ça plein de données identifiées. Ça aidera peut-être aussi l'intelligence artificielle à avoir des informations sur l'anatomie, etc. Et je crois qu'on sera assez étonné aussi par la rapidité avec laquelle cette technologie va rentrer dans nos pratiques. Merci infiniment.